One, two, three, four. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix. Enfin, d'habitude, c'est comme ça que je commence. Mais cette semaine, c'est différent. Noël est là et j'ai envie de vous offrir une surprise. Donc, pas de nouvel épisode de La Petite Voix, mais je vais vous faire découvrir ou redécouvrir 3 podcasts que j'aime particulièrement. Ces pépites m'accompagnent souvent et me font vibrer, réfléchir ou rêver. J'espère qu'elles sauront en faire de même pour vous. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Aujourd'hui, je vous propose un épisode de Basilic, le podcast consacré à l'écologie et aux initiatives positives et qui donne la parole à celles et ceux qui imaginent et rêvent le monde de demain. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Doit-on moins travailler afin de moins polluer ? Quelle place notre profession occupe-t-elle dans notre quotidien ? Notre travail nous définit-il ? Pour répondre à toutes ces interrogations, je reçois Céline Marty. Céline est agrégée de philosophie, enseignante en lycée et chercheuse en philosophie du travail. Dans cet épisode, Céline Marty revient sur les travaux qu'elle a menés ces dernières années et nous partage ses réflexions autour d'un sujet essentiel dans notre société, le travail. J'ai eu la chance de découvrir les écrits de Céline il y a quelques mois et j'espère vraiment que cette discussion vous inspirera et qu'elle vous donnera envie de questionner ces sujets. Un grand merci à l'Académie du Climat d'avoir mis leurs locaux à notre disposition pour l'enregistrement de cet épisode. Allez, c'est parti, je vous embarque avec nous pour une longue discussion et réflexion autour de la notion de travail, de son impact aussi bien social que écologique. Bonne écoute à vous. Bonjour Jeanne, je suis Céline Marty, je suis chercheuse en philosophie, en sciences politiques. J'ai fini et soutenu une thèse sur André Gorz, qui est un des penseurs de l'écologie politique française et qui a notamment articulé une réflexion sur le travail et sur l'écologie politique dans les années 60, 70, 80, qui est l'un des premiers à avoir théorisé la décroissance. Donc moi, quand je me plonge dans ma recherche et dans l'histoire des idées des années 70, parfois j'ai un peu l'impression qu'on est de retour dans les années 70. Voilà mon regard, qui est plus un regard théorique et d'histoire des idées, mais je lis beaucoup de sciences humaines, de sociologie, d'histoire, pour voir quelles sont les pratiques passées et actuelles qu'on peut commenter, dont on peut s'inspirer. J'ai publié un livre qui s'appelle « Travailler moins pour vivre mieux » et qui est dans cette veine à articuler les enjeux écologiques et du travail. Et là, je viens de publier un livre avec 2 collègues qui s'intéressent à Gorz aussi, qui s'appelle « Ce que la gauche doit à l'écologie » et qui est aussi un panorama sur cette histoire des idées de l'écologie politique et la façon dont elle a des conséquences pour les débats contemporains politiques et puis les débats de reconfiguration de la société dans le contexte social et écologique actuel. Super, merci beaucoup. On va avoir beaucoup de thèmes à aborder ensemble. Je suis très contente qu'on puisse enfin enregistrer cet épisode. Ça fait un petit moment qu'on en discute. Pour commencer, aujourd'hui, j'ai très envie qu'on s'intéresse au travail, à notre rapport au travail et à l'écologie, bien sûr, mais aussi l'écologie intérieure, qui pour moi est tout aussi importante. On va commencer déjà avec un sujet que tu maîtrises bien, qui est celui de notre rapport au travail aujourd'hui, à cette course à la surproductivité, à notre envie d'en faire toujours plus, c'est ce qu'on constate et voilà, tu vas nous en parler un petit peu plus. J'aurais aimé que tu nous fasses un petit panorama de la situation pour qu'on sache bien de quoi on parle
avant d'entrer dans le vif du sujet? Alors, je dirais que ce rapport au travail, il n'est pas évident à décrire aussi en se rendant compte de ce qui est neuf à aujourd'hui, propre à aujourd'hui, et de ce qui serait nouveau. Parfois, on dit qu'il y a des aspirations des nouvelles générations. Et donc, parfois, on essaye de créer des tendances en disant, là, c'est actuel, on pense à ça, on a un nouveau rapport au travail. Et moi, en fait, en étudiant justement le temps long, je me rends compte que ce n'est pas des discours qui sont nouveaux et qu'il y avait déjà des textes dans les années 70 qui défendaient l'idée d'une autre articulation, vie pro, vie personnelle, etc. Donc, je pense qu'il faut l'analyser en termes de facteurs. Donc, ce qui a changé, par exemple, par rapport aux années 70, c'est le numérique et le fait que notre quotidien est envahi par notre smartphone et donc on peut être sollicité, avoir nos mails en permanence. Donc, ça donne l'impression que le travail est autour de nous en permanence. Ce qui a changé aussi, c'est qu'on a un rapport beaucoup plus individualiste au travail parce qu'il y a eu la destruction des collectifs de métiers, des collectifs de travailleurs organisés par les syndicats aussi. Il y a une individualisation des carrières, des parcours. On ne reste plus dans le même CDI pendant 40 ans dans la même boîte. On doit négocier son salaire. Donc ça, c'est aussi une individualisation qui a des conséquences en termes déjà de représentation de ce qu'on fait avec notre métier. Où on se dit, je suis en autocréation de moi-même sans cesse. Je me pose des questions, je rebondis, je bifurque, etc. Mais on individualise beaucoup ça. Et puis, ça a aussi pour conséquence que ça fait peser beaucoup de pression sur les gens, puisque si c'est des choix individuels à chaque fois, c'est aussi, on y voit des enjeux de responsabilité, il faut s'en justifier. Et donc ça, c'est beaucoup plus difficile que finalement d'être dans des parcours préétablis, collectifs, et puis qui s'inscrivaient sur un temps long. Là aussi, on a l'impression que d'une perception du temps beaucoup plus raccourcie, comme si le temps était très dense et qu'on pouvait tout changer en 6 mois. Je pense qu'un des autres facteurs aussi qui dit quelque chose de notre mal-être, qui a changé quelque chose dans notre rapport au travail, c'est bien sûr l'épisode du Covid et du confinement qui a affecté les situations des travailleurs de façon différente. Il y en a qui ont été obligés de surtravailler dans un contexte de crise, les soignants par exemple, les métiers essentiels. Il y en a qui ont été assignés à domicile en télétravail dans des conditions pas forcément discutées, etc. Il y en a qui ont été assignés au chômage partiel et qui se sont retrouvés un peu démunis. Donc voilà, ça, c'est des facteurs qui bouleversent un peu le rapport, les habitudes de travail. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est de voir comment nos habitudes de travail sont remises en question, sont interrogées par des gens qui ont un autre regard aussi. Ce qu'on reproche en fait aux jeunes, quand on dit les jeunes ne veulent pas travailler ou je ne sais quoi, en fait, on leur reproche de questionner les habitudes de leurs aînés, de vouloir faire différemment, de questionner l'autorité aussi. Ça, c'est un truc qui passe un peu moins bien dans des institutions établies, d'une certaine façon. Et donc, je pense c'est plus intéressant d'analyser les facteurs, de se dire qu'est-ce qui peut avoir changé. On est aussi dans un contexte où le marché de l'emploi, il est différent par rapport à il y a 10 ou 20 ans, parce qu'on a l'impression que le rapport de force, il est revenu en faveur des salariés, ce qui n'était pas le cas depuis les années 70, grosso modo, depuis l'après-68. Et donc là, on a l'impression qu'on peut plus facilement négocier certaines conditions de travail dans certaines situations, quand on a les qualifications recherchées, quand on est dans les secteurs recherchés, etc. Parce qu'il y a toujours des gens qui galèrent à trouver du boulot. Il y a toujours des gens à qui on ne propose que des conditions de travail précaires. Donc, le télétravail et les congés illimités, c'est pas pour tout le monde. Donc ça, c'est important de le rappeler aussi. Et il faut se méfier des effets loupe. Typiquement, sur le télétravail, ne parler que de ça, alors que ça concerne 30% des salariés aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut analyser notre rapport au travail en essayant de voir les facteurs qui peuvent avoir changé. Un truc que je dis souvent quand on pense aux jeunes, parce que c'est pas intrinsèquement les jeunes qui seraient différents de leurs aînés ou autres, c'est des facteurs de situation aussi générationnelle. Les jeunes sont plus sensibles aux enjeux écologiques, climatiques et essayent de l'intégrer dans leur pratique au quotidien aussi. Les jeunes ont aussi potentiellement vu leurs parents souffrir de leur travail de façon plus marquée que leurs aînés. Et moi, je dis toujours que quand vous êtes les enfants des salariés suicidés de France Télécom, oui, vous avez un autre rapport au travail
que quelqu'un qui a eu un autre type de carrière. Donc ça, on ne pense pas assez que les souffrances au travail qu'on a infligées à plusieurs générations de travailleurs, ça a des conséquences sur leurs enfants. Bien sûr. Là, on est un peu en train de redécouvrir finalement une sorte de génération rebelle pour certains, mais qui est aussi le résultat d'une maltraitance du marché de l'emploi, d'un management, de pratiques de travail défaillantes. Donc voilà, on pourrait dire qu'il y a tout un cocktail qui fait que, à minima, nos habitudes de travail sont d'interroger. Après, ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes dans le même sens, que tout le monde passe au flex office depuis Biarritz ou je ne sais quoi, pas du tout. Mais ça veut dire que toutes les habitudes sont un peu dynamitées et donc c'est l'occasion de se poser des questions. Et ça, la philosophie adore quand on se pose des questions. C'est l'occasion d'analyser une situation et puis de dessiner d'autres possibles. Et dans le fond, il faut aussi le prendre comme une situation justement où on peut créer des choses nouvelles. Ça, c'est intéressant de voir que les moments de contestation, les moments où les habitudes paraissent démodées, c'est les moments où on peut inventer quelque chose de nouveau. Super, merci beaucoup Céline pour cette entrée en matière. Toi, tu t'es beaucoup intéressée à l'écologie aussi et à ce lien entre travail et écologie qui forcément, moi, me parle beaucoup parce que c'est toute l'essence même de Basilic. Toi, tu dis, dans notamment ton précédent ouvrage, pas le dernier, celui qui est sorti juste avant, que en travaillant moins, on peut contribuer à la protection de la planète, que ça peut avoir un impact écologique. Est-ce que tu peux nous expliquer cette dimension ? Alors, il n'y a pas que toi qui dis ça, bien sûr, mais tu y as beaucoup réfléchi, notamment en analysant Gortz, mais pas que. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça ? Parce que je pense que ça semble très abstrait de faire ce lien. Très abstrait parce que ça va complètement à l'encontre du débat public actuel où on entend que pour faire la transition écologique, il faudrait travailler beaucoup plus. Redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts, se retrousser les manches, etc. Bon, les gens qui disent ça, généralement, c'est pas eux qui sont dans les champs à cultiver les poireaux. Donc c'est aussi facile d'inciter les autres à travailler quand on n'est pas concerné. C'est souvent des retraités qui disent ça un peu. Mais par-delà la plaisanterie, l'activité de travail, c'est quoi ? C'est d'un point de vue, et ça c'est ce que nous montre l'écologie scientifique, elle nous rappelle la matérialité des choses. Bien L'activité de travail, c'est un corps vivant, un esprit qui fournissent un effort. Donc déjà, ce corps vivant et cet esprit qui fournissent des efforts sont déjà impactés par la crise climatique. On a des études en économie de la santé qui montrent que on a déjà des baisses de productivité horaire et des baisses de PIB qui seraient imputables à ce qu'on appelle le stress thermique. Le fait en fait que les corps récupèrent moins bien, que les corps souffrent en fait des canicules, des difficultés à se reposer, etc. Donc déjà, nos corps ils sont pas prêts à travailler plus. C'est une illusion de croire qu'on va pouvoir fournir 2 fois plus d'efforts alors que l'économie de la santé montre qu'il y a déjà une baisse de la productivité horaire. Donc le travail, c'est une activité où nos corps et nos esprits se fatiguent. C'est une activité où on consomme des ressources. Là, on consomme de l'électricité, on consomme de la matière, de la nourriture, on consomme de l'air, de l'eau, etc. Donc, c'est toujours une activité qu'on a même appelée de destruction de ressources. C'est le bioéconomiste Nicolas Georgescu-Roegen qui dit ça dans les années 70. Et donc, il faut analyser le travail et la production comme des activités destructrices et pas seulement créatrice d'un truc nouveau ex nihilo. En fait, il faut arrêter de penser ex nihilo, puisque toute activité de transformation de la matière, déjà, consomme la matière qu'elle transforme, mais en plus participe à la dégrader, parce que c'est comme l'enjeu du recyclage. On n'arrive jamais à recycler entièrement un objet, du plastique, etc. Et donc, ça se dégrade en cours de route. Le travail, c'est pareil. Donc, à partir du moment où on prend acte de la matérialité du travail, aussi bien comme fatigue de notre corps que comme une activité qui consomme des ressources, qui génère des déchets, qui vont impliquer d'autres types de travail derrière pour le traiter. Le pire étant toutes les boîtes là qui se font livrer des sushis sur la pause déj. Ça me fout le bourdon de penser à tout le travail que ça implique ensuite de traitement de toute cette activité. Et donc, il faut qu'on pense le coût écologique de notre travail. Jusque-là, nos études sur l'écologie, sur nos pratiques écologiques du quotidien, se concentrent sur la consommation, donc l'alimentation, le transport, acheter d'occasion plutôt que neuf, etc. Mais c'est comme si on ne tenait pas compte de l'ampleur écologique en fait du travail, alors que c'est
d'abord par notre travail qu'on a un coût écologique au quotidien. Alors, c'est dû à plusieurs facteurs, hein, le fait qu'on prenne pas le prisme, qu'on prenne pas le sujet par ce prisme-là, c'est parce que c'est plus facile de dire aux gens de changer un peu leurs pratiques individuelles que de changer un modèle économique. Mais ce faisant, en fait, on laisse en place un modèle économique fondé sur une illusoire croissance économique. Moi, ce matin, j'ai entendu des gens, des députés de droite qui disaient on est dans une croissance plate. Alors franchement, il y a un moment, faut changer de mot. Arrêtez d'y croire, en fait. Donc, il faut qu'on change de modèle économique fondé sur une croissance plate. Ce n'est pas possible. Changer de modèle économique et donc revoir fondamentalement nos activités économiques, mais pas seulement. Toutes les activités par lesquelles on satisfait nos besoins, parce que c'est pareil, le travail, souvent on pense à l'emploi, mais en fait, il y a plein d'activités périphériques, notamment le travail domestique, mais aussi le travail informel d'entraide au sein d'un territoire, par exemple, ou au sein d'une communauté, de la famille, des proches, etc., qui sont des façons dont on satisfait nos besoins. Je pense que pour avoir une approche écologique du travail, donc il faut dépasser le seul prisme de l'emploi, pas juste se dire quel va être mon emploi pendant 43 ans à temps plein, etc. Mais aussi se dire, le travail avant tout c'est quoi ? C'est l'activité par laquelle l'humain satisfait ses besoins. Et donc quand on dit ça, on se rappelle que le travail, c'est juste un moyen au service d'une fin. Donc le travail, c'est pas une fin en soi. Que le travail, c'est juste la façon dont on va réussir collectivement dans une société, déjà à prendre soin les uns des autres, faire en sorte que personne ne meure dans d'horribles conditions et ne vive dans de mauvaises conditions. Donc comment on satisfait les besoins d'une société à l'instant T ? Et on n'arrive pas du tout à se poser ces questions-là parce qu'on se dit juste, y a un marché de l'emploi tel qu'il est, le but c'est qu'il soit en croissance pour résoudre le chômage et atteindre le plein emploi. Problématique qui n'existait pas il y a un siècle. Et donc, on est vraiment la tête dans le guidon sur la conservation du marché de l'emploi globalement de la même façon, on essaie de le conserver à l'identique. Alors marginalement, on se dit peut-être que les travailleurs de l'industrie automobile, on va peut-être les mettre dans les éoliennes. Mais bon, mais vraiment à la marge. Et puis il y a 3 personnes qui réfléchissent à ça, quoi. Mais sinon, notre façon de considérer l'emploi et l'économie, c'est un peu business as usual. Et on se pose pas de questions. Et ça, je trouve que c'est extrêmement problématique parce que c'est ça qui fait que on est dans la situation catastrophique actuelle. C'est ce système économique, c'est cette façon de comptabiliser nos activités, c'est cette recherche d'accroissement du profit, du capital qui en fait nous met droit dans le mur. Et quand on ne met l'accent que sur la consommation, l'alimentation, le vestimentaire, le transport ou l'habitat, mais finalement on ne voit pas, enfin on ne touche pas à l'éléphant au milieu de la pièce. Donc je pense qu'il faut absolument affronter le vertige, parce que c'est vertigineux de commencer à questionner le marché de l'emploi, notre économie telle qu'elle fonctionne, mais si on ne fait pas ça, en fait on va juste toucher marginalement à certains effets plus ou moins accessoires qui ont un coût écologique, mais on va pas toucher au cœur du système, quoi. Et moi ça me fait très peur parce que c'est en fait il faudrait qu'on prenne des décisions et qu'on change très vite nos modes de vie face à l'urgence climatique et aux effets qui sont déjà là, et il y a une sorte d'immobilisme face à la façon dont on considère l'emploi et l'économie actuellement. Donc je pense que et donc déjà ne pas se retrousser les manches, ne pas foncer tête baissée, on continue le même business et juste on va développer des chaussettes produites en France avec du lin et on crée des nouvelles parts de marché. C'est ça le risque du greenwashing aussi, c'est de dire on va créer des nouvelles parts de marché mais on va continuer de laisser les autres exister. Et essayer la fuite en avant par les technologies vertes ou je ne sais quoi, ou les nouvelles parts de marché, c'est ne pas se poser pour s'interroger sur nos réels besoins. Et je pense que ce dont on a besoin, c'est de ralentir et de changer nos modes de vie et nos pratiques de travail. Et là-dessus, un autre élément aussi qui était beaucoup commenté dans les années 80, c'était l'idée que la croissance économique des 30 Glorieuses était due en fait au fort taux d'emploi des 30 Glorieuses, notamment l'arrivée des femmes sur le marché du travail et le fait que puisque les hommes et les femmes ont un emploi, ils ont moins de temps pour satisfaire de façon autonome leurs besoins en dehors du marché et donc ils sont obligés de consommer plus de marchandises. D'un point de vue pratique, très simplement, quand vous avez plus
le temps de vous faire à manger. À l'époque, c'est les conserves, maintenant c'est les sushis. Mais en tout cas, voilà, on consomme des marchandises parce qu'on n'a plus le temps de satisfaire autrement ses besoins que par une femme marchande. Et donc, il y a par exemple un économiste suédois qui s'appelait Gunnar Adler-Karlsson qui disait la croissance des 30 glorieuses, elle est en fait due au taux d'emploi des ménages à temps plein qui fait que tout le monde se jette dans la consommation pour satisfaire ses besoins. Mais ça veut aussi dire que si on réduit notre temps de travail, si on passe moins de temps au travail, on est aussi capable de satisfaire nos besoins par d'autres formes que la consommation marchande qui a aussi tous ses biais, qui en fait nous pousse à toujours consommer plus, etc. Donc, ralentir, changer de rythme de vie, réduire son temps de travail, c'est aussi l'occasion au quotidien de se demander ce qu'on veut vraiment, ce dont on a vraiment besoin, d'éviter des consommations superflues qui sont liées soit à des frustrations de notre journée de travail, soit à des compensations qu'on s'offre parce qu'on se dit qu'on a bien mérité notre petit resto, etc. Et c'est l'occasion de réfléchir aux besoins essentiels. Donc je pense que par tous ces aspects, il faut prendre l'emploi et nos conditions de travail au quotidien comme un vrai problème écologique. Et enfin, et ça rejoint l'enjeu des corps qui se fatiguent avec le choc climatique, de toute façon, ce n'est pas désirable, ce n'est pas souhaitable d'épuiser les travailleurs qui le sont déjà. On a déjà des études sur les problèmes de santé au travail, sur l'intensification du travail, sur l'augmentation de la charge de travail, sur le nombre de burn-out, sur les problèmes de santé mentale, etc. On va pas arriver à faire une transition écologique, quelles que soient les formes dont on appelle ça, mais avec des gens crevés, quoi. Et je pense qu'à l'inverse, dire que on pourrait, dans une société écologique post-croissance, on pourrait travailler mieux et travailler moins, avoir des rythmes de vie plus calmes, avoir des conditions de vie qui nous paraissent plus désirables, bah, c'est aussi un facteur d'acceptabilité de la transition écologique. Ça, c'est vraiment le problème. Depuis les Gilets jaunes, les élites ont peur que la transition écologique soit pas acceptable parce qu'en fait, ils ne la présentent que par des dimensions qu'ils présentent eux-mêmes comme punitives. Mais de proposer aux gens de travailler moins, d'améliorer leurs conditions de vie, je pense que tout le monde signe. Vu le monde qu'il y avait dehors dans la rue pendant l'opposition à la réforme des retraites, ce serait un projet de société qui permettrait en fait de voir l'intérêt de ce que c'est une société écologique par rapport au monde fou et effréné dans lequel on est. Il y a plusieurs choses qui ressortent de ce que tu dis. La première, c'est que pour moi, l'emploi, c'est aussi un peu la carte joker qu'on sort et qu'on dégaine dès qu'on parle d'écologie. Je prends l'exemple de l'autoroute A69 en ce moment qui est construit notamment pour desservir les labos Pierre Fabre. Quand on en discute, pour avoir lu beaucoup d'articles sur le sujet, en lisant un peu les commentaires, etc., souvent ce qui est brandi, c'est « mais pensez à ces gens qui vont perdre leurs emplois si cette autoroute n'est pas construite, qui ne pourront plus se rendre au travail, etc., etc. » Et donc, tu vois, c'est tout de suite la carte qu'on te sort et on nous permet peu, finalement, sauf avec des gens comme toi, des gens comme Timothée Paric aussi, qui réfléchissent à des sociétés différentes, post-croissance, on nous permet peu de réfléchir à ça, puisque dès que tu avances des arguments écologiques, et j'en ai fait les frais avec le podcast, ça m'arrive souvent, on me dit « oui, mais Jeanne, tu te rends pas compte, les gens vont perdre leurs emplois ». Ouais, le chantage à l'emploi, il est classique. Il est là depuis les années 80, en fait, depuis 73, le choc pétrolier, c'est vraiment la menace. Et c'est la menace aussi pour faire tout accepter. On a complètement dégradé les conditions de travail en disant, bah, si t'es pas content, tu pars, tu seras au chômage, et puis il y en a 10 qui prendront ta place. Donc là, le chantage à l'emploi, aujourd'hui, il prend la forme de l'écologie. Enfin, il prend la forme d'arguments contre l'écologie, mais il est pas nouveau. C'est vraiment une façon de discipliner les populations des travailleurs aussi et d'empêcher la discussion, de dire c'est comme ça et pas autrement. C'est vraiment il n'y a pas d'alternative de Thatcher à la sauce verte aujourd'hui. Donc ça, la question de l'emploi, on l'entend aussi avec le trafic aérien, avec l'industrie aéronautique, etc., l'industrie automobile. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la base, les travailleurs de ces industries-là ont plein de plans pour reconvertir leur économie et plein de plans pour reconvertir leurs usines, leur production et
par exemple, je sais que dans l'aéronautique, dans le sud-ouest, donc autour de Toulouse, les travailleurs d'Airbus ont proposé un projet de reconversion de leurs entreprises pour non plus faire des avions, mais faire des vélos cargo et des vélos qui permettraient d'aller à 80 km/h, qui serait une bonne alternative entre vélo et voiture. Et en fait, derrière, c'est les directions qui suivent pas. C'est pas les travailleurs qui n'ont pas d'idées et qui veulent continuer à faire des trucs polluants. C'est en fait les directions qui veulent continuer à miser sur l'avion à hydrogène et l'avion à je ne sais quoi. Donc le problème, c'est pas les ingénieurs et les ouvriers qui ont des idées et qui proposent des trucs, parce qu'ils ont passé du temps à faire leur plan de reconversion là, mais c'est vraiment qu'il y a une volonté qui est de l'ordre quasiment politique, au niveau de la direction des entreprises et politique au sens de la direction générale de l'économie, qui ne veut pas faire cette conversion-là. Et alors qu'il y a plein de secteurs où les gens savent que leur métier a un impact écologique néfaste, etc. Et donc moi, je trouve que cet argument, c'est vraiment la carte joker pour pas discuter du fond. Et du coup, paradoxalement, l'autre argument que prennent les écolos maintenant, c'est de dire regardez, vous inquiétez pas, on va créer plein d'emplois avec la transition écologique, on va se retrousser les manches et tout. Mais moi, je trouve que ce faisant, c'est un peu essayer de rassurer les gens de droite en leur disant vous inquiétez pas, on va créer de l'emploi. Bon, rassurer aussi, c'est sûr, il y a un enjeu social de rassurer les gens en disant vous allez pas être laissés sur le carreau, etc. Mais ce faisant, en fait, on reprend les mêmes discours. On fait croire qu'une société écologique, c'est encore une société où tout le monde travaille comme aujourd'hui. Et c'est juste le contenu des emplois qui a changé. Et puis vous avez fait votre formation de 2 mois et puis on vous a mis dans un emploi verdissant. C'est ça là. Il y a emploi brun, emploi vert et emploi verdissant. C'est ça les classifications des différents types de métiers. Et puis, mais sinon la vie elle va continuer pareil. Vous allez vous faire livrer des sushis et puis vous allez aller au supermarché le dimanche. Et puis c'est ça la société écologique. C'est juste que plutôt que de produire du pétrole, vous allez produire du biométhane quoi. Mais ce faisant, on s'empêche la grande réflexion sur l'organisation générale de la société qu'appellerait pourtant cette situation, quoi. Et donc ça, je trouve ça un peu dommage de juste raisonner par l'ego. On a l'impression qu'on a juste changé un type d'emploi, mais qu'à la fin, rien ne change, alors que c'est l'occasion vraiment de renverser la table, de faire les choses complètement différemment. Et du coup, l'autre aspect en lien avec ce chantage à l'emploi, c'est vraiment notre problème de la protection sociale, qui aujourd'hui, depuis 1945, est fondé sur l'emploi, donc déclaré, formel, à temps plein, et toute façon de déroger à cette norme, donc dès que vous êtes à temps partiel, dès que vous n'avez pas le bon nombre d'annuités, etc., vous allez perdre des trimestres de retraite, vous allez perdre des revenus liés à l'emploi ou liés à tous les droits autour. Et donc, en fait, notre modèle de la protection sociale, de toute façon, il s'est fondé sur un modèle masculin de l'homme qui travaille toute sa carrière à temps plein, etc. C'est pour ça que les femmes ont des pensions de retraite 40% inférieures à celles des hommes. Mais il faut aussi remettre en question ce système de protection sociale qui est fondé sur l'emploi, alors qu'il y a 1000 activités informelles, il y a 1000 activités de satisfaction des besoins dont on a besoin au quotidien, des activités de care, etc., qui ne sont pas déclarées. Et c'est absurde de commencer à faire un contrat de travail entre un parent et entre des aidants juste pour trouver des droits sociaux là-dessus. Donc je pense que l'étape d'après, c'est de se dire notre protection sociale, elle ne devrait pas être fondée sur l'emploi qui est qu'une seule des façons de contribuer à la société. Elle devrait être inconditionnelle, elle devrait être garantie à tout être humain qui existe, et le simple fait d'exister devrait nous ouvrir des droits à ne pas mourir dans des conditions affreuses et à ne pas vivre dans des conditions indignes. Et donc toutes les réflexions autour d'une protection sociale inconditionnelle qui est garantie à tous les individus d'un collectif, ça me semble hyper intéressant. Et dans le fond, c'est quand même très récent notre façon, en tant qu'organisation sociale, de traiter les plus démunis en les excluant complètement. Parce que quand on voit, avec par exemple les travaux du sociologue Robert Castel, qui a travaillé sur l'histoire de la protection sociale, dans son livre de 95, Les métamorphoses de la question sociale, il montre bien les différents types d'assistance qui ont été mis en place, mais
toutes les sociétés, les sociétés d'Europe occidentale, lui il prend ça comme terrain et il montre qu'il y a des formes d'assistance, alors de charité dans ce contexte-là, mais au Moyen-Âge, à la Renaissance, dans les pays d'Europe occidentale. Et même quand vous prenez des travaux d'anthropologie sur des sociétés non capitalistes, il y a toujours un soin de tous les membres de la communauté. Donc cette façon de dire marche ou crève, c'est quand même hyper récent. C'est un capitalisme contemporain qui ne prend même plus soin finalement parce qu'il fut un temps où il prenait soin de la main-d'œuvre en se disant il y a un enjeu économique, on va pas laisser les gens sur le carreau. Et je pense que c'est d'autant plus important de penser une protection sociale écologique et inconditionnelle que nos conditions de travail, nos conditions de santé, elles vont aussi changer avec toute la situation écologique et que on va pas espérer simplement que ce soit parce que c'est à peine la sécurité sociale aujourd'hui qui prend en charge. Maintenant, on est obligé de compenser par des mutuelles privées, etc. Et les assurances face aux risques climatiques, qu'est-ce qu'elles font ? Elles augmentent les cotisations et puis ensuite, vous avez une chance sur deux de pas être indemnisé si vous n'êtes pas dans la bonne case, quoi. Donc, je pense que c'est hyper important de penser à une sécurité sociale inconditionnelle qui soit pas dans les mains des acteurs privés et qui garantisse à tout le monde une réelle protection, que ce soit pour les ouvriers du BTP qui sont exposés à des fortes chaleurs, que ce soit pour les cadres qui veulent se reconvertir de la pub vers des métiers essentiels ou je ne sais quoi, ou que ce soit des ingénieurs de l'aéronautique qui ont envie de faire des vélos cargo. On a besoin, mais c'est sûr qu'on a besoin que cet accompagnement dans la transition, il soit collectif aussi, et que ce soit pas juste chacun tout seul qui va sur LinkedIn et qui essaye de taper travail qui a du sens. Et bien sûr, et on va revenir sur cette notion de sens. Juste avant, tout à l'heure, tu disais que c'est vertigineux de repenser notre rapport au travail. C'est vertigineux d'imaginer travailler moins. Parce qu'aujourd'hui, en société, une des premières questions qu'on pose quand on rencontre des gens, c'est alors tu fais quoi ? C'est très difficile aujourd'hui de pas avoir d'emploi en France ou ailleurs d'ailleurs, mais que ça nous définit en fait. On a l'impression que ça nous définit. Et donc accepter de travailler moins, tu vois, ça nous renvoie aussi à cette idée de peut-être que ma valeur, parce que c'est comme ça qu'on le perçoit, est inférieure. Et donc si j'assume de dire moi je travaille que 2 jours par semaine, je vais peut-être passer pour les autres, pour quelqu'un de feignant, etc. Et donc plutôt des termes qu'on n'a pas trop envie de se voir coller sur le visage. Et il y a tout un rapport au travail qui est presque l'essence de ce qu'on est aujourd'hui. Et je trouve que c'est ça aussi que ça vient toucher. Évidemment qu'il y a tous les aspects dont tu parlais, économiques, de transition, mais il y a aussi le rapport à soi qui est hyper important. Et dès l'école, alors je me souviens plus trop de l'école, mais moi j'ai fait une fac de droit. À la fac de droit, on t'apprend à être le meilleur, le plus productif. J'en suis sortie bien heureusement, mais on t'apprend ça. Comment on change ça ? J'ai l'impression que c'est ancré en nous, tu vois. Oui, alors il y a 2 dimensions dans cette socialisation. Il y a la socialisation à la compétition. Donc ça, en effet, ça c'est un problème en soi. Et il y a beaucoup de pédagogues qui réfléchissent à la sociologie, à la socialisation par l'entraide, par exemple, par la coopération, à d'autres façons de favoriser ces pratiques de coopération entre élèves. Et alors le problème de l'enseignement supérieur, c'est qu'on a l'impression qu'on est tout de suite beaucoup plus ciblé sur le marché de l'emploi et donc c'est tout de suite plus compétitif que peut-être dans une classe de primaire. Mais ça, cette impression aussi d'une compétition pour des postes restreints, c'est aussi parce qu'on est dans un contexte où il y a cette crainte du chômage, où il y a l'impression que on ne donne de place qu'aux meilleurs. Mais ça, c'est on a l'impression que sinon on aura du mal à trouver quelque chose, qu'on sera les rebuts, etc. Donc ça, je pense qu'il y a un truc à déconstruire là-dessus. Et puis ensuite, l'identification professionnelle à son emploi, ça, c'est une pratique psychologique récente, parce que quand on regarde en fait qui travaillait même il y a 2-3 siècles, en fait c'était pas toute la population, et puis les plus aisés, ils se posaient pas la question de quel était leur emploi, leur identité sociale, etc. Donc ça, c'est vraiment dû
au paradigme dans lequel on est de la société salariale, où toute notre protection sociale, elle est fondée sur le salariat, et où nos revenus en viennent, nos droits sociaux en viennent, et où on a l'impression que c'est par le salariat maintenant que se fait notre attribution d'un rôle social. Mais en fait, quand on regarde même sur une époque récente en France, il y a encore, avant la Seconde Guerre mondiale, il y a encore une majorité de la population qui est agricole, paysanne, et qui en fait, il y a aussi une identité qui passe par d'autres aspects. Ce que je veux dire, c'est que dans ce contexte-là, on disait d'ailleurs que les gens étaient plus réactifs. À la fois, ils ont leur potager, à la fois, ils tiennent le bistrot du coin, et puis au bistrot, il y a aussi une partie un peu café où on peut envoyer des trucs de la poste. Enfin, que les gens n'étaient pas assignés à une case hyper spécifique, et c'est pour ça que quand on dit à nos parents qu'on est product manager ou je ne sais quoi, ils comprennent pas trop, quoi. Parce que c'est pas des fonctions sociales qui sont clairement identifiées. Et en fait, voilà, le champ des possibles en termes de fonctions sociales était plus réduit. Alors, ça veut pas dire que c'était mieux, mais en tout cas, il y avait moins aussi un enjeu d'identification et d'hyperspécialisation dans l'identité. Alors après, je trouve que le fait de travailler moins, alors, ça peut être un choix qui nous fait passer pour qui est axé, vu qu'on est dans un contexte où on valorise moralement le dévouement qu'on met dans l'activité de travail. C'est vrai que si on est jugé par quelqu'un qui travaille énormément, etc., je pense que ça touche d'abord un enjeu un peu d'injustice. Les gens se disent ah mais purée, comment c'est possible et pourquoi moi je souffre à travailler autant. Je pense qu'avant d'être vraiment un jugement des approbateurs de tu es réellement un fainéant, je me demande s'il n'y a pas un peu un truc de peut-être que moi aussi j'aimerais bien. Et je pense que c'est ça l'enjeu aussi, même dans le clash des générations, c'est qu'en fait les générations plus établies se disent qu'elles aussi elles auraient aimé renverser la table. Porte, ouais. Voilà. Et donc je pense qu'il y a d'abord un truc de en fait tout le monde souhaite travailler un peu moins. Et donc ça, quand on taxe, quand on se moque des autres, etc., qui le font, c'est peut-être parce que on n'ose pas passer le pas. Et il y a peut-être un peu d'envie aussi là-dedans. Mais c'est sûr que on a un problème aujourd'hui. On n'arrive pas à appréhender les enjeux du travail et de l'emploi dans le contexte écologique. On n'arrive pas à les aborder frontalement parce que on est pétri de préjugés culturels et idéologiques. Donc ça, c'est sûr que c'est des freins épistémologiques à l'analyse. C'est des choses qui nous empêchent de poser les choses à plat parce qu'on n'arrive pas du coup à considérer l'activité de travail sur le plan matériel, comme je disais tout à l'heure avec Georgescu Roegen, en se disant c'est juste une activité de production pour satisfaire nos besoins et ça consomme des ressources, donc il faut essayer de la minimiser. On n'arrive pas à se dire ça parce qu'on se dit mais non, mais c'est ma carrière, c'est mon identification personnelle, c'est mon engagement existentiel et tout. Et je pense qu'il faut désubjectiviser l'activité de travail. Il faut se rendre compte d'à quoi elle sert dans notre société. Il faut se dire on a des activités qui doivent servir à satisfaire certains besoins. Alors actuellement on est dans une société salariale où c'est ça qui permet de redistribuer les ressources économiques et les droits sociaux. Donc parfois on est prêt à prendre n'importe quel type d'emploi juste parce qu'il faut payer les factures et parce qu'on a un peu peur pour ces enjeux de retraite et d'assurance maladie. Enfin, c'est aussi facile de se dire vas-y, je claque tout, je me mets en auto-entrepreneur, j'ai pas besoin d'une sécurité sociale, j'ai pas besoin d'une assurance maladie quand on n'a pas de pathologie grave en fait. Mais le jour où t'es malade, le jour où t'es malade et puis le jour où en fait t'as une maladie chronique, t'es bien content d'avoir un peu une protection sociale stable. Et franchement, c'est pas le statut d'auto-entrepreneur qui l'apporte. Et même quand on regarde les congés maternité ou les congés maladie des indépendants, des avocats, etc., ils sont hyper mal lotis. On voit bien que tout est fondé sur le salariat dans notre raisonnement autour de ça. Donc, je pense que c'est hyper important, en effet, de désubjectiviser notre approche, de démoraliser cette approche-là, se débarrasser de ce frein à l'analyse pour vraiment remettre les choses sur la table et se dire ok, de quelles tâches on a besoin pour qu'une société elle tourne, et ensuite peut-être que le rêve de gosse d'être patron d'une grande entreprise ou je ne sais quoi, etc., ou d'avoir le plus grand bureau ou d'avoir je sais pas ce que peuvent projeter les uns et les autres, mais peut-être qu'il y a des représentations aussi qu'on se faisait, le fait d'avoir le plus gros salaire, d'avoir une voiture de fonction, ça c'est vraiment un critère qui était hyper important, je sais pas, je dirais il y a 20 ans, et maintenant c'est moins désiré. Et donc
toutes les représentations à coller au travail, je pense qu'il faut s'en défaire pour regarder le travail vraiment comme un moyen de satisfaire nos besoins. Et pas un truc de fin en soi. Et tous ces enjeux d'épanouissement, etc., on pourrait très bien dire que ça peut continuer dans le travail, parce que je pense qu'on peut trouver du sens et de la reconnaissance, du développement de ses compétences, un sentiment de progresser, etc., la joie de faire des choses avec les autres dans différentes activités, et pas que dans l'activité pour laquelle on s'est formé à 18 ans. Donc ça, je pense que c'est sûr. Et surtout, on peut trouver de l'engagement existentiel, du dévouement, de la reconnaissance, des interactions sociales en dehors de l'emploi. Enfin, ça c'est quand même le truc, quand on réfléchit sur l'emploi et qu'on dit l'emploi ça socialise, sinon les gens ils sont tout seuls chez eux, enfin c'est faux quoi. Les gens sont capables de nouer des liens sociaux pour d'autres raisons que des raisons professionnelles. Et en plus, quand même, les raisons professionnelles, on choisit pas ses collègues. Enfin, on prend un peu le boulot là où on arrive à trouver un truc. Et on voit très bien les gens qui s'investissent, je sais pas, dans le conseil de leur école, eh ben, ils sont capables de nouer des liens sociaux en dehors de leur activité professionnelle. En fait, souvent, les liens sociaux sont même plus forts quand ils sont noués au travers, tu vois, d'une association, un conseil de parents, etc. Mais c'est choisi. En fait, c'est comme dans le militantisme politique, tu sais que tu y vas en étant d'accord sur les valeurs. Alors qu'en fait, les collègues, tu peux pas, tu choisis pas toujours tes collègues. Le modèle de la start-up où on est tous amis, etc., c'est quand même, c'est pas le cas de tout le monde et dans plein de milieux. Donc je pense que il faut se rendre compte que tous les attributs qu'aujourd'hui, toutes les fonctions qu'on attribue aujourd'hui au travail, la socialisation, l'épanouissement personnel, l'identification sociale, etc., en fait, ça peut se faire dans d'autres activités que des activités rémunérées, déclarées, qui correspondent à l'instant T à une part de marché. Parce qu'en fait, toutes vos compétences, ce que vous aimez faire, etc., mais ça peut ne pas correspondre aux besoins d'une entreprise ou d'une organisation. Et donc, c'est si biaisé et on risque de tant se forcer à essayer de trouver l'offre d'emploi adéquate à nos désirs, alors qu'en fait, ces désirs, ils pourraient s'exprimer dans d'autres activités que le travail. Et donc, tout l'enjeu, c'est justement de permettre que ces activités, elles existent en dehors de l'emploi, puisqu'ils pourraient ne plus avoir le monopole de notre vie. En fait, si on investit autant l'emploi aujourd'hui en disant c'est là que je cherche le sens, etc., c'est parce qu'on laisse rien d'exister d'autre. Mais en fait, si on pouvait articuler son emploi avec d'autres activités, d'autres types d'engagement, d'autres types de reconnaissance sociale, on ferait peut-être la part des choses. Et en fait, on éviterait de tout investir à fond dans une direction. Et justement, tu réponds à la question que je voulais te poser sur la quête de sens, qui est une question qui est beaucoup revenue quand j'ai sollicité les auditeurs et auditrices de Basilic pour te poser des questions lors de l'enregistrement de cet épisode, qui s'interrogeaient sur la quête de sens au travail. Je reçois énormément de messages en 6 ans et demi de création de podcast sur ce sujet-là, de gens qui me disent « mais moi je suis profondément malheureux au travail ». Et en fait, en discutant avec ces personnes-là et pour avoir échangé avec elles sur plusieurs années, parfois elles n'ont pas forcément changé de travail, mais elles ont développé d'autres choses à côté. Rejoindre une association, donner des cours d'aquarelle parce que c'est leur passion, etc., etc. Des activités qui ne sont pas forcément rémunératrices, où il n'y a pas de lien monétaire, mais où elles s'épanouissent. Et tu y répondais justement, mais aujourd'hui, tu en parlais avec moi là, juste avant le début de l'enregistrement, aujourd'hui c'est une notion qui est très mal perçue par les entreprises. En fait, tout le monde essaye de remettre de la quête de sens dans les boulots. Tu vas trouver du sens dans ton travail, ne t'inquiète pas, viens travailler chez moi. Sauf qu'en fait, c'est juste effacer le problème, gommer les profondes interrogations auxquelles ces personnes-là sont confrontées. Ouais, alors je pense que la question du sens, elle est hyper intéressante parce que à la fois, c'est un questionnement hyper subjectif, ce qui est issu d'une histoire personnelle de chacun. Chacun se pose cette question-là avec sa propre formation, ses propres valeurs, ses propres exemples de la famille, des amis, etc. Donc on n'a pas du tout les mêmes représentations en tête, on n'a pas les mêmes critères. Donc c'est une démarche profondément subjective et c'est pourquoi on peut pas la manipuler de l'extérieur. Moi je pense qu'un principe issu du féminisme qu'il faut appliquer en entreprise, c'est qu'on ne force pas le consentement. Et le sens, c'est pareil, on ne force pas l'adhésion au sens de l'entreprise ou je ne sais quoi. Donc les pédagogies paternalistes pour nous dire si tu trouves pas de sens dans ton boulot, c'est que t'as pas très bien compris, mais on va te faire un PowerPoint et on va te faire une réunion RSE
RSE, etc. Et tu verras que ton travail a du sens. Bullshit. En fait, de toute façon, je pense que à partir du moment où la personne émet des doutes sur le sens de son activité, s'il y a déjà suspicion, à mon avis, c'est difficile de réparer quelque chose. C'est difficile d'essayer de la convaincre. Et au contraire, ça risque de renforcer la conviction de ne pas se sentir écouté, de ne pas se sentir à sa place, etc. Donc, la façon dont une organisation peut prendre en charge la question du sens, c'est très difficile. Et c'est pour ça que David Graeber, l'anthropologue qui a théorisé les bullshit jobs, il disait, dans le fond, quelqu'un qui a un bullshit job, il le dira même pas à ses collègues. Et ben, il le partagera pas avec ses collègues parce qu'il n'osera pas leur dire, parce qu'il aura peur des sanctions hiérarchiques ou je ne sais quoi. Et donc en fait, il peut pas forcément le dire à tout le monde. Il n'osera pas forcément le dire à ses parents, à sa famille, à ses proches, parce qu'il aura peur qu'on se dise qu'il se plaint pour rien et tout. Et donc en fait, il y a plein de gens qui se posent ces questions-là et qui ne les expriment pas au sein de l'organisation, ne les expriment pas auprès de leurs proches. Donc comment on fait pour faire exprimer finalement une parole qui est difficile à assumer, qui est parfois douloureuse. Ça, c'est un problème au sein de l'organisation. Donc, je pense qu'il y a plusieurs façons d'y répondre. Au sein d'un collectif de travailleurs là, qui existe à l'instant T, ça peut être intéressant si on se sent, à mon avis, il ne faut pas se forcer. Forcément, si on ne se sent pas en adéquation avec ses collègues, c'est sûr que dire syndiquez-vous et faites la révolution au sein de votre boîte, ça risque d'être difficile. Parce qu'en fait, si t'as pas le bon feeling, tu vas pas envie de faire ça. Tu vas avoir envie de partir et pas de changer tout de l'intérieur. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre quand même en commun des vécus, parce que ça dit peut-être quelque chose d'un problème structurel de l'entreprise. Que c'est pas juste des vécus individuels, mais que soit il y a une contradiction entre les objectifs de RSE affichés ou les objectifs de l'association. Ça, c'est vraiment le problème aussi dans le milieu engagé et associatif. Et les pratiques. Donc, il y a une contradiction entre les discours et les pratiques. Et ça, en fait, ça peut toucher tous les salariés qui se sentent mal et qui aimeraient bien en interne changer les choses. Donc, il y a des possibilités au sein de l'organisation de changer et de retrouver du sens par une action collective en essayant de changer les choses. Mais en même temps, je pense aussi que parfois, il ne faut pas s'épuiser. C'est un peu comme le débat de est-ce qu'on rentre chez Total pour essayer de changer les choses de l'intérieur ou pas. Je pense qu'il faut qu'il n'y a pas de bonne réponse et que la réponse, c'est en fonction de chacun et de l'énergie et du défi qu'il a envie de se donner et des valeurs qu'il y met, quoi. Mais du coup, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique, mais ce qui est important, c'est de se méfier des réappropriations de ce discours qui a du sens là, parce qu'on l'entend partout, y compris du côté des mêmes personnes qui ont dégradé les conditions de travail, qui ont intensifié le travail. Donc c'est facile de demander, de changer le travail des gens, de leur demander de faire du reporting Excel tout le temps, et puis à la fin de leur dire mais si, regardez, ça a du sens, on est engagé dans 3 objectifs RSE. Enfin, il y a un moment, de toute façon, l'expérience vécue des gens, vous pouvez pas la nier. Si la souffrance, elle est là, si le sentiment de désillusion, si le sentiment d'inadéquation de ce qu'on fait avec ce qu'on a envie de faire, il est là, on n'arrivera pas à convaincre de l'extérieur. Donc et c'est pas en faisant 1000 thérapies, 1000 coachings, 1000 interventions extérieures qu'on arrivera finalement à forcer le consentement. Donc je pense qu'il faut éviter de le penser en termes de il faut forcer les gens à ce qu'ils aiment ce qu'ils font, à ce qu'ils comprennent ce qu'ils font, je ne sais quoi. Mais par contre, une des façons en effet de reprendre du pouvoir sur ce qu'on fait, de comprendre ce qu'on fait, c'est justement de reprendre du pouvoir sur ce qu'on fait, c'est d'essayer en interne de changer la stratégie de l'organisation, de se liguer avec les collègues pour le faire aussi. Mais si on se rend compte que c'est un trop grand mammouth et qu'on n'a pas l'énergie pour le faire, il ne faut pas se forcer à le faire. Je pense que parfois aussi, ça dépend des tempéraments et des histoires aussi de chacun, du rapport à l'affrontement aussi, parce que c'est très coûteux en énergie d'avoir envie de se battre pour changer la stratégie d'une entreprise qui n'est pas forcément la sienne et où on est juste salarié. Donc je pense que c'est pas une question facile. Je pense qu'en effet, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et développer d'autres activités à côté, c'est aussi une façon de découvrir d'autres socialisations, de rencontrer d'autres gens, d'avoir d'autres idées, de moins se sentir seul. Je pense que peut-être qu'on pourrait dire globalement, face à une situation comme ça, faut pas rester seul.
soit au sein de son travail, il faut essayer de trouver des alliés avec qui on peut soit changer les choses, soit au moins parler du quotidien. Et sinon, on ne reste pas seul en dehors du boulot aussi. On essaye de tisser des liens et tout. Et en fait, les profils des personnes qui sont en burn-out, c'est des gens qui avaient surinvesti uniquement la sphère professionnelle. Et quand vous continuez d'avoir des liens amicaux, des liens proches en dehors, bah aussi, ça vous permet un peu de vous décentrer, de mettre les choses plus à distance, mais ne serait-ce que de se changer les idées. Et ça, c'est un truc psychologique qui importe quand même, hein, de penser à autre chose. Donc, je pense que prendre du recul sur ce qu'on vit et à arriver à le mettre à distance parce que on va voir un bon film au cinéma et qu'on n'y pense plus, bah, c'est déjà une première étape aussi pour éviter d'être la tête dans le guidon. Je pense que c'est le moment qui fait le plus souffrir, en fait, quand on a la tête dans le guidon. Je suis complètement d'accord avec toi et j'ajouterais même de choisir des activités où il n'y a pas cette compétition parce qu'au final, essayer de s'échapper d'un environnement de travail qui nous pèse en préparant une compétition sportive où il va encore falloir être le meilleur, être dans cette surproductivité, s'entraîner toujours plus. Alors oui, ça peut être un exutoire, mais selon moi, ça va aussi un peu à contre-courant et il faut aussi réapprendre à vivre sans objectif, sans forcément d'attente, tu vois, ou de contrepartie. Moi, je trouve que c'est hyper important. Et aussi sortir des sphères dans lesquelles on baigne au quotidien. Et ça, c'est un petit message pour les écolos qui nous écoutent. Et ils sont nombreux, forcément. Mais en fait, ça fait aussi du bien de tisser des liens avec des personnes issues d'autres univers qui défendent pas forcément ces valeurs-là, mais vous vous retrouvez sur l'atelier d'aquarelle du village, sur le stage de je sais pas quoi, et en fait de décentrer aussi pour, face à l'urgence écologique et climatique, pouvoir prendre du recul comme on le fait dans son travail quand on a perdu le sens, etc. Je trouve que c'est assez important. Tout à fait, t'as tout à fait raison, parce que le milieu aussi des loisirs, notamment du sport, reprend les mêmes codes et les mêmes normes que le marché capitaliste du travail et les normes de... Et c'est un super exemple, la performance sportive. Et il n'y a pas que dans les compétitions, il y a aussi des critiques sur ça dans le milieu du yoga, des choses comme ça. Et donc en effet, je pense que s'accorder des temps non utilitaires, où on ne pense pas en termes d'objectifs, on ne pense pas en termes de progression, d'utilité, etc. Simplement se rappeler qu'on a de la chance d'exister, plus ou moins dans de bonnes conditions aussi. Et simplement le fait de jouir du fait d'exister, c'est déjà une grande chance aussi. Mais c'est vrai que cette pause un peu de cette rationalité utilitaire du quotidien, elle nous manque un peu, hein, parce qu'on écoute des podcasts en coupant les carottes et en se disant comme ça je me forme et je m'instruis et je suis pas bête et tout. Mais en fait, laisser aussi l'esprit vagabonder, se perdre dans un temps non utilitaire, et c'est aussi important et de prendre du recul aussi parfois et de se dire tout simplement bon, mais dans le fond, est-ce que ça importe vraiment autant, etc. Bon, après, il y a l'autre risque qui est de se dire à la fin, plus rien n'importe, mais ça, c'est l'autre risque de la philosophie. Mais en tout cas... à minima, pouvoir se poser ces questions-là. Parfois, le refuge aussi dans d'autres activités, c'est une façon de continuer le tourbillon de la vie et la roue du hamster. Ce qui est intéressant dans le Covid, c'est que ça a permis, pour certains temporairement, d'arrêter de la roue du hamster, ou à minima, de la faire changer de sens et de questionner ses habitudes là aussi. Mais oui, je trouve que c'est intéressant, les activités sociales qui nous font rencontrer des gens qui ne sont pas du même milieu professionnels, du même milieu social que nous, qui font discuter avec des gens d'âge différents aussi. Et ce faisant, ça permet un peu de décloisonner les milieux. On oppose, là dans les médias avec les enjeux agricoles, on oppose les écolos et les agriculteurs. Alors déjà, c'est faux comme opposition parce que la Confédération paysanne, c'est un syndicat agricole qui est écolo depuis le début. Enfin, il y a toute une histoire de l'écologie des luttes paysannes, etc. avec le Larzac dans les années 70. Donc déjà, ce cliché est faux. Mais c'est vrai que
sur un territoire, parler avec des gens qui n'ont pas le même vécu, c'est aussi une façon de sortir des bulles, des sphères sociales, quoi. Et ça, je le vois aussi en tant qu'enseignante, parce qu'en tant qu'enseignante, on est confronté aux réalités sociales de nos élèves, de nos étudiants, qui sont parfois très variées, etc. Et qui connaissent parfois des trucs hyper durs, et ça nous ramène aussi aux réelles difficultés de l'existence pour beaucoup de gens aussi, et ça fait prendre c'est à la fois une sorte de grosse claque aussi bien d'humilité que d'empathie, quoi, tout simplement. Et c'est peut-être un peu de ces valeurs-là. C'est vrai que je pense qu'il faut déconstruire toutes ces valeurs de compétition, de concurrence, d'être le meilleur, et aussi bien à l'échelle individuelle que collective, à rattraper les États-Unis dans la course mondiale. Waouh. Ok, bon courage, et développer à l'inverse ces facultés d'empathie, de compréhension, d'un temps qu'on offre à autrui. C'est pas un temps où on cherche à faire des trucs à mettre sur son CV, mais c'est simplement du temps gratuit qu'on dépense. C'était Georges Bataille qui disait il faut penser la dépense, et pas seul un temps qu'on dépense, et pas un temps qu'on utilise. Et donc créer d'autres valeurs aussi, parce que c'est comme ça déjà que le capitalisme n'aura plus de prise sur nous, parce qu'à partir du moment où on veut garder ce temps dont on jouit, qu'on veut dépenser comme pure perte, et qu'on n'est pas prêt à vendre, déjà on entre un peu en résistance. À partir du moment où on met en place d'autres valeurs de solidarité, d'entraide, de compassion, on n'est plus prêt à accepter la logique marche ou crève du marché de l'emploi, mais aussi de la vie quotidienne. Et je pense que c'est déjà des façons de court-circuiter le capitalisme au quotidien, quoi. Donc c'est déjà des étapes à mettre, qu'on peut déjà mettre en œuvre dès maintenant, quoi. Super, merci beaucoup Céline, on va méditer là-dessus. Je pense qu'on fera un épisode 2 dans quelques années ou dans quelques mois. Avec plaisir, Jeanne. Pour poursuivre la discussion, c'était absolument passionnant. Merci beaucoup. J'indiquerai évidemment dans la barre de description l'ensemble de tes ouvrages qui sont passionnants. Et puis peut-être tes réseaux sociaux si les gens veulent te suivre. Merci beaucoup. Merci Jeanne. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Pour aller plus loin, je vous invite à lire l'ouvrage de Céline intitulé « Travailler moins pour vivre mieux », paru aux éditions Juno en 2021. Si vous souhaitez participer aux prochains épisodes de Basilic en posant une question à mes invités, il vous suffit de consulter la barre de description. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.